Bonjour, merci de cette invitation. Alors, il ne faudrait pas que vous ayez déjà l'impression d'être perdu après les 20 premières minutes. En effet, vous avez vu, les questions sont considérables, mais alors, on va essayer dans cette journée de les prendre progressivement. Pourquoi c'est si important d'en parler maintenant? Parce que les robots sont en train d'être fabriqués et si nous ne nous informons pas sur les robots qui sont fabriqués, si nous ne donnons pas notre avis sur les robots que nous désirons, nous risquons de nous retrouver avec des robots que nous ne désirons pas. Il ne faut pas oublier quand même le véritable drame qui a eu lieu avec le véhicule automobile, qui a été géré entièrement par des industriels qui se sont préoccupés ni de problèmes de sécurité, ni de problèmes d'écologie, ni de problèmes de confort familiaux dans tout le développement de l'automobile, et jusqu'à la catastrophe qu'on connaît, au revirement, aux véhicules à vivre, aux véhicules partagés, etc. Donc aujourd'hui, on est au carrefour des chemins, même chose, autour de la robotique. Donc c'est très important que nous soyons informés de ce qui se fait et que nous puissions donner notre avis. Alors sur cette première image, je vous ai mis quelques modèles de robots de manière à ce que vous ayez peut-être une représentation plus claire des robots utilisés. Il va être question d'ailleurs probablement de certains d'entre eux dans l'après-midi. Donc ici, tout en bas à votre gauche, vous avez le plus célèbre d'entre eux parce qu'il est déjà utilisé dans un certain nombre d'établissements pour personnes âgées, d'EHPAD, c'est le robot Paro, vous voyez, avec ses grands yeux noirs, il ressemble à un bébé phoque. Pourquoi un bébé phoque? Parce que l'idée est que les personnes âgées auxquelles il est confié ne soient pas tentées de faire des rapprochements avec un chien ou un chat qu'elles auraient pu avoir précédemment, donc un animal qui n'évoque aucune réminiscence d'animaux domestiques connus tout au moins dans notre culture. Il paraît que des gens ont essayé d'expérimenter le paro au Groenland, mais là, les Esquimaux ont été gênés parce que qui les connaissent bien. Mais nous, dans notre culture, il n'y a pas de problème, donc voilà. Alors cette machine, d'ailleurs, l'identité de robot est contestée par certains roboticiens qui disent que c'est plutôt un automate, dans la mesure où les capacités d'interaction sont extrêmement limitées. Il peut bouger la tête, il peut ouvrir les yeux, il peut ronronner. Certaines personnes âgées l'acceptent très bien, d'autres l'acceptent très mal. Toute la question aujourd'hui, c'est d'établir des protocoles, de savoir comment le présenter, et puis de voir comment juger de la bonne acceptation ou de la mauvaise acceptation et des résultats positifs ou négatifs selon les types de patients et de pathologies auxquels il est proposé. Le robot jaune qui est à côté, vous ne le connaissez probablement pas, il est utilisé au Japon dans des musées pour accompagner la visite notamment d'enfants. Parce qu'on s'est aperçu au Japon que des enfants sont beaucoup plus à leur aise pour poser des questions avec une machine comme ça, qui a leur taille, plutôt qu'un accompagnateur adulte. Le robot à côté, c'est le Nao. Alors lui, vous avez dû le voir, il est extrêmement médiatisé. Il a un grand frère ou une grande sœur, ça dépend du sexe qu'on lui prête, qui s'appelle Pepper. Alors Pepper, vous en avez notamment dans les gares, et à Gare de la Part-Dieu, il y en a un. Et le propre de Nao, donc, c'est d'être assez petit, il fait 80 cm de haut. Il est beaucoup utilisé dans des établissements pour personnes âgées, dans des espaces collectifs. C'est un peu l'amuseur, voilà. Comme on met des jeux vidéo à jouer à plusieurs dans des espaces collectifs. On ne peut pas mettre des ballons dans les EHPAD, on met des jeux vidéo et on met des fois un AO. Il y a également tous des protocoles expérimentaux pour voir comment l'utiliser dans des relations duelles, puisque le NAO ayant 2 bras, 2 jambes, c'est un robot humanoïde. On va en reparler dans quelques minutes. Il a la possibilité de montrer des exercices de gymnastique, voilà, et donc les personnes âgées sont amenées à les faire aussi. À côté, vous avez un robot qui ressemble à un dinosaure, qui est le Pléo. Le Pléo, il est surtout connu parce qu'une équipe allemande l'a, entre guillemets, maltraité. Vous avez des vidéos célèbres sur Internet où on voit le Pléo. Et le Pléo, donc, il a des comportements très limités. Il est capable de marcher, lever la tête, de grogner, c'est tout. Mais un chercheur allemand a eu l'idée de le prendre par la queue et de le cogner sur une table, comme ça. Et la vidéo qui est montrée révèle que les personnes qui voient cela en sont bouleversées. Donc ça a été le point de départ de travaux sur le fait que voir un robot, aussi simple soit-il, être, entre guillemets, maltraité, pourrait provoquer de la douleur chez le spectateur. D'où l'idée de certains chercheurs américains qu'il faudrait interdire la maltraitance des robots, non pas parce que les robots souffriraient, mais parce que la vision de cette maltraitance pourrait maltraiter les spectateurs. Alors au-dessus, vous avez un robot qui imite Einstein, qui est un robot de la firme Hanson. Sans doute vous ne le connaissez pas, mais vous avez pu entendre parler du robot Sophia.
robot Sophia, qui est une espèce de mannequin assez peu robotisé, mais qui a reçu en Arabie Saoudite la qualité de sujet du royaume. Et donc, le propre de la firme Hanson, c'est d'essayer de faire croire que leurs robots auraient beaucoup plus de capacité que ce qu'ils n'en ont en réalité. Donc, la firme Hanson n'hésite pas à mentir, honteusement, en disant que leurs robots seraient capables de dialoguer, d'avoir de l'imagination, de l'humour, etc. Tout ça, c'est pas vrai. Ils sont téléopérés. Téléopérés, ça veut dire que quand vous voyez le robot bouger et parler, en fait, c'est quelqu'un caché derrière un pupitre, qui parle dans un tuyau et qui manipule les mouvements du robot. C'est ce qu'on appelle la technologie du magicien d'Oz. Ça, c'est bien parce que ça parle à tout le monde. Voilà, donc les robots téléopérés, c'est magicien d'Oz. Et donc la firme Hanson utilise cette technologie, mais en faisant croire sur Internet que le robot aurait beaucoup plus de capacité que ce qu'il n'en a. Au-dessus, vous avez un robot, vous avez deux visages en face à face. Alors ça, c'est un robot d'un roboticien japonais qui s'appelle Hiroshi Ishiguro. Et Hiroshi Ishiguro a fabriqué son double. Donc, vous avez les robots n'ont pas forcément une apparence qui évoque l'humain ou l'animal. Le robot aspirateur, que vous connaissez peut-être, on en reparlera, c'est un cylindre. Et puis vous avez des robots qu'on appelle androïdes, donc on appelle humanoïdes. Humanoïdes, ça veut dire qu'ils ont l'équivalent de bras, de jambes, une tête, un tronc, mais comme le robot Nao, 80 cm, vous voyez, ça n'évoque pas vraiment un humain. Androïdes, comme ceux de la firme Hanson, Einstein ou Sophia, et puis surtout les robots du roboticien japonais Hiroshi Ishiguro. Donc Hiroshi Ishiguro a fait mieux qu'un androïde d'apparence humaine. Il a fait quelques androïdes, mais il a fait surtout son géminoïde. Géminoïde, ça veut dire que le robot a la même apparence que lui. Et ce qui est amusant dans l'histoire, c'est qu'il a fait son géminoïde il y a une petite dizaine d'années. Et puis que s'est-il passé entre-temps? Vous avez deviné, M. Hiroshi Ishiguro a vieilli. Donc ça veut dire que son robot ne vieillissant pas, et pour cause, M. Hiroshi Ishiguro ressemble de moins en moins à son géminoïde. Que croyez-vous qu'a fait M. Hiroshi Ishiguro? Il s'est fait rajeunir. Donc ça veut dire que le robot est d'abord fait au modèle de l'homme, puis ensuite l'homme se modifie à l'image du robot. Ça pourrait être une belle fable. Voilà, au-dessus vous avez un autre robot Android, et puis à côté une machine dont vous ne comprenez peut-être pas l'importance ici. Vous voyez, c'est un robot démineur paquebot, deux chenilles, un bras articulé, une caméra, une petite pince. Pourquoi je vous ai mis ce robot démineur paquebot? Parce qu'historiquement, il est aussi très important, parce que c'est la première fois, il y a déjà une quinzaine d'années, qu'on s'est aperçu à grande échelle que l'être humain était capable de nouer des relations d'attachement extrêmement fortes avec des machines. Comment ça s'est passé? Donc des soldats américains étaient en charge de ces robots paquebots pour déminer le terrain en Afghanistan puis en Irak. Et puis l'armée américaine, l'état-major américain s'est aperçu que certains soldats, ce qui est très important, pas tous, tous les soldats, tous les humains ne sont pas égaux par rapport aux mêmes problèmes. Il y a des facteurs liés à la génétique, à l'éducation, à l'environnement, etc. Donc certains soldats s'attachaient tellement à leur robot démineur, qui n'a rien d'humanoïde et encore moins d'androïde, certains soldats s'attachaient tellement à leur robot démineur qu'ils étaient capables de s'effondrer, de se déprimer quand leur robot était endommagé. Ils demandaient à ce que leur robot soit réparé, quel qu'en soit le coût. C'est-à-dire ils voulaient absolument garder le même, alors qu'on pourrait leur en donner un nouveau fabriqué en série, ces modèles standards. Ils voulaient absolument le même. Ils le customisaient, ils lui donnaient un surnom. Ils voulaient que les honneurs de la guerre soient rendus à leur robot s'il était complètement détruit. Et certains même, semble-t-il, étaient capables de risquer leur vie sur le champ de bataille pour protéger leur robot. Alors l'armée américaine s'en est évidemment émue, parce que quand on voit le prix que coûte un soldat américain, le prix que coûte un robot paquebot, il n'y a pas de comparaison. Et donc ça a été le point de départ d'un certain nombre de travaux sur l'attachement d'un humain à une machine. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin le robot paquebot, c'est une machine bien particulière. Le soldat utilise cette machine pour sauver sa propre vie et sauver les vies de ses camarades. Oui, mais il faut bien se rendre compte qu'un robot chez une personne âgée, elle va lui sauver la vie tous les jours. Une personne qui a un Alzheimer, qui dit à la machine « Est-ce que c'est bien mes bons médicaments que je dois prendre? Il est 15 heures, est-ce que c'est bien les médicaments que je dois prendre à 15 heures ?» La machine lui dit « Oui, c'est les bons médicaments » ou bien « Non, tu t'es trompé ». La machine sauve la vie à la personne tous les jours. La machine est là
pour alerter si la personne âgée tombe, si la personne âgée perd connaissance. Donc cette machine sauve la vie tous les jours et on est dans la situation de robot paquebot. Donc on peut imaginer des formes d'attachement extrêmement importantes qui s'établiraient entre les utilisateurs des robots et ces machines. Voilà, puis là, pour le fun, je vous ai mis le cerveau d'un robot. Voyez, et le robot ici, au-dessus du robot Paro, c'est un robot Kompai qui est également utilisé dans les services personnes âgées. Celui du dessus, les Japonais, vous risquez pas de le voir, c'est un robot expérimental dans les labos. Et le robot qui verse des larmes avec le petit cœur, c'est une figure de publicité qui était utilisée il y a quelques années, y compris sur des sites scientifiques, pour nous vanter les robots émotionnels. Il y a eu une époque où les chercheurs n'hésitaient pas à mentir honteusement en nous promettant des robots émotionnels. Aujourd'hui, ils ont fait un pas en arrière et on nous met plutôt en garde contre les risques de prêter trop d'émotions aux robots, puisqu'il est bien évident qu'ils ne sont pas prêts à en avoir. Voilà, donc maintenant j'espère que vous êtes un petit peu éclairés et je vais essayer de vous définir simplement ce qu'est un robot, puis en vous ajoutant plusieurs couches, de vous montrer comment on passe du robot élémentaire à certains robots complexes que je viens de vous montrer avant. Un robot n'est pas forcément ni d'apparence humaine, ni d'apparence animale. Hein. Puis il est plus rigolo qu'un robot aspirateur, dont on reparlera dans quelques minutes. Alors le premier à avoir donné une définition du robot, c'est Norbert Wiener, dans les années 1950, et il dit c'est très simple. Un robot, il associe 3 systèmes en interaction. Ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure dans l'introduction. Le premier système, c'est des capteurs. Les capteurs, c'est l'équivalent des organes sensoriels. Vous avez des yeux, vous avez des oreilles, et bien, un problème de pile, je pense. Le robot, lui, il a des capteurs plus nombreux, plus sensibles. Hein. Il peut percevoir les radiations électromagnétiques, les radiations nucléaires, mesurer la température, percevoir les infrarouges, les ultraviolets, etc. Donc il a des capteurs. Ensuite, deuxième chose, nous dit Norbert Wiener, deuxième système qui va interagir avec les capteurs, il a un programme, ce que les Japonais appellent le gouvernement du robot. Merci beaucoup. Et puis, troisième système, le robot, il a des effecteurs. C'est l'équivalent de nos bras, de nos jambes. Il a la capacité d'agir sur le monde. Et là, on s'aperçoit que rien n'est simple parce que certains chercheurs disent pour désigner une machine comme robot, il faut qu'elle ait la capacité d'agir directement sur l'environnement physique. Par exemple, se déplacer, prendre un objet. D'autres chercheurs disent non, on peut aussi donner la qualité de robot à une machine qui intervient dans les mondes numériques, sur Internet. Et vous avez notamment les robots traders, les fameux robots traders, vous savez, qui font des opérations bancaires au millionième de seconde. Certains disent que ce n'est pas des robots, d'autres disent que c'est des robots. Et puis vous avez les robots comme Paro. On met un Paro sur les genoux d'une personne démente, agitée, très angoissée. Elle caresse le Paro, elle se calme. Certains roboticiens disent que le Paro agit sur l'émotion de la personne âgée. Elle agit sur l'environnement émotionnel, donc c'est un robot. D'autres chercheurs disent non, il faut que le robot agisse sur l'environnement physique. L'environnement émotionnel, ce n'est pas suffisant. Donc vous voyez, la définition du robot est encore un peu flottante, hein, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est qu'une question de mots. En fait, tous les cas de figure sont possibles. Alors ça, c'était la définition initiale de Norbert Wiener, et puis il s'y a ajouté au fur et à mesure des progrès technologiques un certain nombre de choses. La première chose, évidemment, c'est que le robot a la capacité d'apprendre. Alors, il va apprendre comment? Il va apprendre d'abord par renforcement. L'apprentissage par renforcement, c'est celui qu'on utilise constamment avec les enfants, avec les animaux. C'est-à-dire quand l'enfant, l'animal, a un comportement qu'on approuve, soit on ne dit rien, mais mieux encore, on l'encourage, on le remercie, on le félicite, etc. Et puis, quand l'enfant, l'animal a un comportement préjudiciable, on le gronde. Voilà. Ou alors, on met en extinction, comme on dit, c'est on ne dit rien. Alors là, il y a beaucoup de... Les cognitivistes, les comportementalistes ont beaucoup systématisé tous ces comportements possibles. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le renforcement chez le robot, aujourd'hui, ça consiste jamais à punir le robot, donc il n'y a pas de renforcement négatif, mais à féliciter le robot. Alors, par exemple, le robot Pepper, quand il a un apprentissage qui correspond à ce qu'on attend de lui, on lui dit « c'est bien ». Mais si on lui dit « c'est très très bien », c'est vraiment bien, c'est parfait, il ne comprend rien. Il faut avoir la séquence verbale « c'est bien ».
vous voyez déjà, l'intelligence de la machine est très très limitée, il ne faut pas rêver. Mais ça permet quand même un apprentissage par renforcement. Et il y a des gens dans le monde, dans des pays dits en voie de développement, des pays très pauvres, qui, pour un salaire de misère, cliquent toute la journée pour renforcer les robots. Parce qu'on peut renforcer par la voix, mais on peut renforcer par un clic, quand le comportement est positif. Donc il y a des armées de cliqueurs. Et il faut savoir que la robotique, ce n'est pas seulement des ingénieurs et des commerçants. C'est aussi énormément de petites mains dans le monde entier qui travaillent jour et nuit pour des salaires de misère, pour que les robots que nous aurons un jour aient des performances qui nous fassent rêver. Alors ensuite, le robot peut apprendre par imitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, ça les roboticiens en rêvent, vous mettez votre robot devant vous, enfin, il y a une table entre votre robot et vous. Sur la table, vous mettez les ingrédients pour fabriquer, par exemple, un pancake. Et puis, le robot, vous fabriquez votre pancake devant votre robot, et votre robot est censé vous regarder, vous imiter. Probablement, il va y arriver très mal. Vous dites, bon, c'est pas grave, on recommencera demain. 3 minutes après, il y arrive très bien. Pourquoi? Parce qu'il est allé chercher via Internet, bientôt ça sera des réseaux dédiés, parce qu'Internet n'est pas vraiment sécurisé, mais aujourd'hui il a pu aller chercher via Internet les bons comportements qui correspondent au fait que quelqu'un déjà avait appris à un modèle, au même modèle de robot la recette, donc du coup les gestes, les attitudes, les comportements correspondant à la recette étaient stockés dans une base de données. Et votre robot est tout simplement allé chercher dans la base de données l'ensemble des comportements qui permettaient la réalisation du pancake. Donc vous pouvez dire à ce moment-là, si vous ignorez Internet ou si vous voulez ignorer Internet, je suis un bon pédagogue, mon robot m'aime bien, je lui ai fait bien comprendre les choses. Si vous êtes vraiment réaliste, vous vous dites, quelqu'un d'autre lui avait appris avant. Et bien évident qu'à ce moment-là, si quelqu'un apprend son robot à fabriquer une bombe, tous les robots du monde, potentiellement, les robots de la même marque ont la possibilité de fabriquer la même bombe s'ils vont chercher la recette sur le site. Mais en même temps, vous voyez bien que fabriquer une bombe, il faut avoir tous les ingrédients devant soi, donc c'est peu probable. Mais en tout cas, ça pose la question de savoir comment réguler les apprentissages en réseau des robots, ce qu'on appelle l'apprentissage accéléré. L'idée, c'est que dès qu'un robot apprend quelque chose, tous les robots du même modèle bénéficient instantanément du même apprentissage. Alors actuellement en France, vous n'avez pas de robots domestiques connectés, mais au Japon et aux États-Unis, le robot chien Aibo, le dernier modèle de Aibo fabriqué par Sony, a cette capacité d'apprendre en réseau en permanence. Alors je ne sais pas du tout ce que ça donne, je n'ai pas expérimenté, ce n'est pas accessible en France, mais en tout cas, l'idée de la robotique, c'est que tous les robots d'une même marque bénéficient de l'apprentissage fait par un seul d'entre eux, apprentissage accéléré, qui peut permettre à des robots d'être capables de faire un très très grand nombre de choses très vite. Alors, à partir de là, il y a une autre caractéristique qui peut s'ajouter. Donc, on peut ajouter de l'apprentissage, vous venez de voir comment. Donc, le deep learning aussi, donc ça, on en parle beaucoup, c'est très expérimental. C'est apprentissage apprentissage profond, un peu sur le modèle humain, donc, mais qui permet aussi à des robots de déposer leurs apprentissages sur une base de données où l'apprentissage va être récupéré par d'autres modèles. Mais deuxième chose, on va pouvoir ajouter au robot de l'empathie artificielle. Alors, déjà, vous voyez bien, empathie, c'est une qualité humaine. Empathie artificielle, ça n'a rien à voir avec l'empathie humaine. On en parlera tout à l'heure, si on a le temps. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, de façon générale, tout le vocabulaire qu'on utilise pour parler des robots est un vocabulaire erroné, parce qu'il est décalé des qualités humaines. Par exemple, on parle d'intelligence artificielle, d'intelligence des robots. L'intelligence artificielle n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle fonctionne en prenant des informations, en les synthétisant. L'intelligence humaine fonctionne chez l'homme par la capacité qu'a l'être humain de projeter ses propres pensées, ses propres émotions sur l'environnement et de faire une hypothèse et d'essayer de la vérifier. Ce n'est pas du tout pareil. Empathie artificielle, c'est la même chose. Donc on est complètement dans les oxymores. Il faut savoir qu'intelligence artificielle n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Empathie artificielle n'a rien à voir avec l'empathie humaine. Apprentissage robotique apprentissage de l'intelligence artificielle n'a rien à voir avec l'apprentissage humain. Rien à voir avec rien quand on passe d'un monde à un autre. Le drame, c'est qu'on utilise les mêmes mots. Alors on utilise les mêmes mots parce qu'on n'en a pas d'autres. Mais il ne faut pas se laisser piéger par les mots. Ce n'est pas du tout la même chose.
Donc l'empathie artificielle, capacité d'identifier les émotions, ça veut dire que le robot a été éduqué pour repérer que si quelqu'un a la bouche en bas, il est plutôt triste, s'il a les sourcils froncés, il est plutôt pas content, s'il a la bouche en haut, il est plutôt content. Donc reconnaissant d'émotions élémentaires dans l'état actuel des choses, mais avec l'idée que les robots pourraient peut-être identifier très finement des émotions complexes chez l'humain. Donc ça, c'est l'empathie artificielle, capacité d'identifier les émotions chez l'être humain. Ce qui permet au robot de, possiblement, on n'en est pas encore là, mais de s'adresser à vous en tenant compte de vos émotions. Si un jour vous rentrez chez vous, vous êtes très triste, le robot ne va pas vous accueillir comme si vous étiez joyeux. Donc c'est important. Et il va s'ajouter à ça une troisième caractéristique, ce sont les émotions artificielles. Les émotions artificielles, ce serait la capacité d'un robot à pouvoir imiter les émotions humaines, alors soit déjà par l'intonation, soit par la posture, la gestuelle, soit par les mimiques. Là où les choses paraissent le mieux maîtrisées, c'est les mimiques, puisque vous voyez, robot de Hiroshi Ishiguro en bas, et avec un visage humain très très bien imité, le visage a la capacité d'imiter des mimiques. Il y a un robot américain utilisé avec des enfants autistes qui aurait la capacité d'imiter 156 mimiques. Donc des mimiques très complexes, à la limite même plus complexes que les mimiques humaines telles que nous les connaissons. Voilà, donc vous voyez déjà, selon les types de robots, vous pouvez avoir des robots qui ont des capacités d'apprentissage, mais pas d'empathie artificielle, pas d'émotion artificielle, etc. Vous avez tous les degrés. Alors, pourquoi inventer tout ça? Parce que, ça nous a été dit, les robots s'inquiètent. S'inquiètent, puis on se dit, mais comment on va communiquer avec eux? Moi, je n'ai jamais fait d'informatique, je ne vais pas le coder et tout. Donc, on se dit, c'est très simple, on va simplifier les interfaces de communication entre l'homme et la machine de telle façon que l'homme communique avec la machine comme il communique avec l'homme. Avec votre collègue, vous dites, tiens, viens regarder ce que je suis en train de faire, et votre collègue dit, j'arrive, ou il dit, j'ai pas le temps. Mais si vous dites à votre robot, viens regarder ce que je suis en train de faire, l'idée c'est qu'il vienne tout le temps. On va en reparler dans quelques minutes. Donc l'idée, c'est de simplifier au maximum les interrelations pour que tout humain, quel que soit son âge, quelle que soit sa formation en informatique, puisse communiquer avec la machine exactement comme avec un être humain. Alors, quelle relation on va avoir avec ces machines? Alors, il y a une expérience très très importante, moi dont je parle tout le temps. Peut-être si vous vous souvenez d'une expérimentation, j'ai parlé d'autres après, mais une expérimentation, ça serait bien de vous rappeler de celle-là, c'est le programme ELISA. C'est Joseph Weizenbaum, dans les années 1960, qui avait imaginé une machine. Alors à l'époque, elle était très simple, elle était constituée pour l'usager d'un clavier et d'un écran. Alors derrière, il y avait de l'informatique, mais pour l'usager, un clavier et un écran. Et l'usager, la machine accueillait l'usager en lui disant bonjour, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour toi, voilà. Les robots n'ont pas tellement changé de ce point de vue-là. Vous avez sur Alexa, Siri, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et par exemple, la personne tapait sur le clavier, je suis embêté, je me sens un peu triste, voilà, ou j'avais envie de te parler, voilà. Et alors, la machine était programmée pour répondre comme, alors, Dixit, Weizenbaum, un thérapeute rogérien, c'est-à-dire quelqu'un qui allait manifester de l'empathie. Alors ça veut dire quoi? Vous savez, Carl Rogers a inventé une forme de thérapie assez empathique. Alors il y a associé un certain nombre de conditions, mais la condition que Weizenbaum avait fait passer en priorité pour sa machine, s'appelait ELISA, c'était que la machine, évidemment, ne juge jamais, ne condamne jamais, et la meilleure façon pour ça, c'était de toujours rebondir à tous les propos de la personne qui interagissait avec elle, en reformulant ses affirmations en question. Par exemple, je me sens un peu triste. Ah bon? Pourquoi vous sentez-vous triste? Savez-vous pourquoi vous sentez triste? Ma copine m'a quitté, ou j'ai des problèmes avec ma copine. Ah bon, quel genre de... Vous avez des problèmes avec votre copine? Point d'interrogation. Ou ma mère est malade. Ah bon, votre mère est malade? Point d'interrogation. Voilà. Et donc, quand la machine ne savait pas comment reformuler, ce qui arrivait parfois, même souvent parce que l'informatique n'était pas très performante à l'époque, la machine était programmée pour afficher sur l'écran « Je vous comprends ». Ça, c'était un coup de génie. Quand elle ne comprenait rien, elle affichait « Je vous comprends ». Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Weizenbaum a remarqué qu'il y avait des gens qui l'avaient aidé à coder la machine, des étudiants, des informaticiens, qui passaient beaucoup de temps avec. Alors, lui, enfin, passaient beaucoup de temps avec, mais vous savez bien que c'est qu'une machine un peu bébête, elle reformule tout. Et
il s'est aperçu qu'un certain nombre de ces personnes qui passaient beaucoup de temps avec Elisa lui ont répondu « Oui, oui, on sait bien comment elle fonctionne, mais quand même, on a l'impression que, plutôt j'ai l'impression que quand je parle avec elle, elle me comprend. » Donc ça, c'était une découverte majeure. Dans les années 1960, c'est ce qu'on a appelé l'effet Elisa, qu'on appelle maintenant comme une dissonance cognitive. Je sais bien que c'est une machine et je sais bien comment elle est programmée, je l'ai programmée. Mais quand j'interagis avec elle, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle me comprend. Et donc Weizenbaum a prononcé une phrase qu'il faudrait à mon avis écrire au fronton de tous les laboratoires de recherche et dans tous les EHPAD et institutions utilisant des robots. Weizenbaum a dit « Je n'aurais jamais cru qu'un programme aussi simple puisse provoquer chez des gens normaux de tels délires. Je n'aurais jamais cru qu'une machine aussi simple puisse provoquer chez des gens normaux de tels délires. » Et si vous voyez, si une machine comme Elisa était capable de produire ces effets, il est bien évident que les machines qui vont arriver bientôt sur le marché pourront produire des effets semblables encore bien plus forts. Alors, des études ont été menées justement pour mieux comprendre cette dissonance cognitive. Ces études ont été menées alors, en utilisant soit une simple intelligence artificielle, comme vous en voyez une dans le film Her. Alors, je ne sais pas qui parmi vous a vu le film Her, mais ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore vu, voyez-le de toute urgence, parce que c'est un film d'abord très, très touchant, très, très bouleversant. Même un homme tombe amoureux d'une intelligence artificielle, mais c'est très intelligemment fait. Et surtout, ça rend compte très précisément, on a presque envie de dire rigoureusement, des capacités dont seront capables dans quelques années des robots conversationnels. Le prototype aujourd'hui des robots conversationnels, s'il y en a parmi vous qui les ont, c'est les enceintes connectées, c'est Alexa, Google Home. Ils sont encore très très bêtes, très bêtes. Mais n'oubliez pas que les premiers ordinateurs, c'était pas brillant non plus, mais l'accélération technologique était très rapide. Et donc, les robots conversationnels, aujourd'hui, ils sont très bêtes. Sur Internet, on voit des tas de plaisanteries où on se moque d'eux, voilà. Souvent, ils bug. Bon, mais c'est le début. Et donc, Her vous montre comment peut fonctionner une intelligence artificielle de compagnie. Et ça vous le montre remarquablement bien. Alors, certains disent on faut encore attendre 5 ans, d'autres disent 10 ans, mais on ne sait jamais avec le progrès technologique. Souvent, il est plus rapide que ce qui était annoncé. Donc, des études qui ont étudié comment un humain interagit avec une intelligence artificielle, comment il interagit avec un avatar présent sur un écran. Vous voyez ici, j'ai mis juste au-dessus un écran avec un petit personnage. Alors un avatar, vous savez, c'est une figure qui est censée vous représenter ou représenter votre interlocuteur sur un écran. Et puis troisième chose, un robot physique de type humanoïde. Alors vous voyez, la photo est très mensongère parce qu'on dirait que Nao a une taille humaine. En fait, il est tout petit. C'est un montage. Il faut se méfier. Sur Internet, on voit beaucoup de montages comme ça. Et donc, les résultats sont assez impressionnants puisqu'il a été montré que les interactions sont beaucoup plus riches. Il y a beaucoup plus tendance à être attentif et à faire confiance à un robot sur un écran plutôt qu'à une intelligence artificielle et un robot physique plutôt qu'un robot sur un écran. C'est-à-dire que la présence physique de la machine crée une situation équivalente à la présence physique d'un humain. Alors, petite expérience amusante, voyez, on a demandé à des enfants, on fait jouer des enfants avec un robot aspirateur, et puis après avec un Nao, et puis le robot aspirateur, quand c'est fini, ou l'aspirateur un peu automatisé, on le met dans le placard, et puis quand on a fini avec le Nao, on l'éteint, on le met dans le placard, il y a des enfants qui disent, ben, il va être bien seul dans le placard, bien au noir, on va plutôt le laisser dehors. Donc un attachement qui se met en place très rapidement. Alors ça, c'est une image, je n'ai pas mis la vidéo, mais vous la trouverez facilement sur Internet. Elle est intéressante pour plusieurs raisons. Vous voyez, cette grosse machine là qui est en train de tomber, c'est le robot Atlas. Le robot Atlas, il a été fabriqué par une entreprise de matériel militaire qui s'appelait Boston Dynamics. Et Boston Dynamics a fabriqué ce robot. Et dans la vidéo, on voit d'abord ce robot marcher dans la neige. Alors ceux d'entre vous qui ont marché dans la neige, vous savez que la neige, elle unifie le sol apparemment. Donc il y a un manteau de neige, mais parfois il y a des trous dans le sol. Et donc le robot Atlas qui marche dans la neige, des fois sa jambe s'enfonce jusqu'à mi-cuisse, si on me permettait la métaphore de la cuisse du robot. Et donc il tient son équilibre, on est très séduit. Ceci dit, si vous regardez la vidéo attentivement, vous voyez qu'on le voit marcher 10 secondes de gauche à droite, 10 secondes de droite à gauche, 5 secondes de face. Peut-être que chaque fois, il s'est cassé la figure juste avant qu'on arrête l'image. Mais toujours est-il que dans la vidéo, on est très admiratif, mieux qu'un trappeur.
Alors ensuite, ce robot Atlas, il est mis au travail. Vous voyez, donc c'est un entrepôt, on le voit porter des caisses d'un endroit à un autre, et puis un chercheur arrive, le monsieur un peu méphistophélique, là, avec sa petite barbiche, avec pas une arme, hein, voilà, avec un rouleau de carton, semble-t-il. Il ne faut pas quand même paraître trop agressif pour les robots. Il fait tomber la caisse que le robot tient, et le robot, sagement, alors c'est bouleversant, c'est l'esclave, il reprend la caisse, on lui refait tomber, il la reprend, il essaye de faire son travail le mieux possible. Alors ensuite, le chercheur pousse le robot avec sa perche sur la poitrine, et le robot manque de tomber, mais tient debout. Alors, tous les gens dans leur ordinateur font « Oh, oh, oh !» C'est vrai, c'est extraordinaire, point d'équilibre formidable. Et après, le chercheur, et c'est cette image-là, avec sa même perche, pousse le robot par derrière, et le robot tombe. Et ensuite, le robot, on le voit se relever. Encore une fois, cri d'admiration. Et alors, pourquoi je parle de cette vidéo? Parce qu'après qu'elle a été mise sur Internet, donc par Google, parce que Google avait à l'époque racheté Boston Dynamics, donc Google a mis la vidéo, et donc plein d'internautes ont dit « Arrêtez de faire chier les robots ». Il y a eu une explosion de messages sur Internet en disant « Mais c'est scandaleux, c'est un bon employé, il fait son travail, qu'est-ce qui va lui emmerder, ce chercheur ?» Certains ont même dit « Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu le robot donner un bon coup de poing sur la figure du chercheur? Il l'a bien mérité. » Et alors Google, qui n'avait peut-être pas très envie de garder Boston Dynamics à l'époque, a dit nous ne voulons pas que Google fabrique des machines qui angoissent le public, angoissent les internautes. Et donc Google a revendu Boston Dynamics à celui qui l'a acheté, qui est un transhumaniste japonais, SoftBank Robotics, qui aura d'ailleurs acheté le robot Nao que vous avez vu tout à l'heure, qui avait été fabriqué en France par la firme Aldébaran, mais qui a été racheté par Boston Dynamics il y a 3-4 ans, et par SoftBank Robotics il y a 3-4 ans, et Boston Dynamics a été aussi racheté par SoftBank Robotics. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que il y a une réactivité humaine très importante par rapport au fait qu'un robot puisse sembler être maltraité. Pourtant, vous voyez, il est androïde, il est humanoïde, mais il n'est absolument pas androïde. Donc, mais je vous avais évoqué tout à l'heure le petit Pléo, tapé comme ça, avec beaucoup d'émotion chez les spectateurs. Donc, même un petit robot animalier provoque la même attitude. Dans une clinique de la douleur au Japon, il a été montré, alors c'est le Japon, mais enfin, quand même, c'est intéressant, que quand le médecin est accompagné d'un robot, les gens se disent plutôt rassurés, bon, c'est pas le plus important, mais quand le robot opine simplement de la tête, vous savez, comme dans des boutiques japonaises, des fois on voit ces petites machines qui aussi comme ça, quand le robot oscille de la tête pendant que le médecin parle, les patients sont plus rassurés, et quand le robot oscille de la tête quand le patient parle, les patients seraient encore plus rassurés. Vous voyez donc l'idée que le robot comme observateur peut avoir un rôle de renforcement de la crédibilité. Autres études qui montrent que quand un humain parle à un robot, il le regarde dans les yeux, même si le robot n'a pas d'yeux. Et vous prenez un robot avec deux macarons sur le visage, un robot androïde, grosse tête ronde, robot humanoïde, grosse tête ronde, 2 macarons sur la place des yeux. Et bien, il était montré que les humains qui interagissent avec le robot passent autant de temps à le regarder dans les yeux alors qu'il n'a pas d'yeux que lorsque un humain parle avec un humain. Alors que quand vous parlez avec un humain, vous pouvez espérer lire dans ses yeux ses intentions, ses pensées, son attention, alors que quand vous parlez avec un robot qui a 2 macarons à la place des yeux, ben évidemment, vous ne pouvez pas dire que vous attendez d'y lire les intentions du robot. Mais l'humain est tellement programmé pour regarder les yeux de ses interlocuteurs qu'il regarde également ceux du robot. Et l'imagerie cérébrale montre que les émotions manifestées par un humain ou par un robot sont perçues de manière relativement semblable. Quand vous interagissez, que ce soit avec un humain qu'un robot, vos mêmes zones cérébrales sont mobilisées. Alors comment on va considérer les robots? Alors là, il faut bien comprendre qu'il y a 2 points de vue radicalement différents. Pour les roboticiens, c'est le point de vue technique. Pour les humains, c'est le point de vue émotionnel.
Alors pour les roboticiens, c'est le point de vue technique, et donc différentes fonctions des robots. Hein. Remplacer les humains, c'est déjà ce qui se fait dans les industries automobiles. Voilà, pour les métiers les plus sales, les plus dangereux, les plus répétitifs. Fonction augmentatrice, augmenter l'homme, notamment avec des exosquelettes. Les Japonais, dans les établissements pour personnes âgées, donnent beaucoup d'importance aux exosquelettes. Le problème aujourd'hui de beaucoup de professions de soins, ce n'est pas la motivation à s'y engager. C'est la capacité de résister aux douleurs psychologiques et physiques générées par ces modes de prise en charge. La douleur psychologique, il y a des moyens de les réduire, hein, faire des groupes de parole, augmenter le nombre de personnel, favoriser tout ce qu'il peut y avoir de ludique et d'interactif dans les relations. Mais les douleurs physiques et les exosquelettes, douleurs physiques, porter des malades, retourner des malades dans leur lit, les exosquelettes peuvent être d'une très très grande aide. Les exosquelettes, hein, c'est des petits moteurs, pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est, avec des sangles qui vous prennent vous mettez les sangles sur les jambes, dans les modèles les plus simples, et puis une sangle autour du bassin. Et quand vous devez vous baisser et faire un effort, le petit moteur captant, enfin il y a des capteurs qui captent vos contractions musculaires et qui vont tout de suite, comme le vélo électrique, pour ceux qui connaissent, dès que vous faites un effort, hop, le petit moteur se met en route et vous permet de réduire votre effort. Alors, fonction substitutive, fonction motrice, fonction complémentaire, c'est évidemment le plus intéressant. C'est comme ça qu'on les utilise en psychiatrie, notamment l'utilisation des NAO en hôpitaux de jour. C'est toujours en usage accompagné. On en reparlera tout à l'heure si vous avez des questions autour de tout ça. Donc, pour les techniciens, pour les roboticiens en tout cas, les choses sont raisonnées en termes de fonction. Alors, pour les utilisateurs, comme je le disais tout à l'heure, ce qui va primer, évidemment, c'est le point de vue émotionnel. Alors pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui très bien que l'être humain entre en relation avec l'ensemble de son environnement, c'est-à-dire animé, non animé, toujours de la même manière, par projection de ses émotions et de ses pensées. D'ailleurs, on en trouve des traces. Vous voyez, je vous ai mis ici le saule dit pleureur, le saule pleureur. On voit bien qu'on ne lui a pas trouvé ce nom par hasard. Et puis, pourquoi je vous ai mis un loup en colère? Parce que si l'être humain n'avait pas eu cette capacité de projeter ses émotions et ses pensées aussi sur l'environnement animal, sans doute il aurait beaucoup de difficultés à repérer les loups qui s'avançaient vers les feux de nos lointains ancêtres avec des intentions hostiles et ceux qui s'avançaient des feux de nos lointains ancêtres avec des intentions curieuses. Donc l'être humain a repéré dans les yeux des loups et les comportements des loups, a fait une hypothèse, il paraît pas si méchant que ça, voilà, on va essayer de l'approcher, voilà. Donc l'être humain n'arrête pas, ce que ne fait pas l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne fonctionne pas du tout comme ça. Mais l'être humain n'arrête pas de projeter ses émotions, ses pensées sur l'environnement. Et l'être humain n'arrête pas d'interagir avec son environnement comme il interagit avec ses semblables. Et puis soit l'environnement répond comme un semblable, et l'environnement est assimilé à un semblable, soit l'environnement répond différemment, et l'environnement est assimilé à autre chose qu'à un semblable. Donc l'être humain a interagi d'abord avec les sources, avec les arbres, avec le soleil, exactement comme avec ses semblables, et puis il a bien vu que les sources, les arbres, le soleil ne répondaient pas pareil. Mais c'est cette aptitude fondamentale de l'être humain à communiquer par projection à laquelle il faut toujours revenir, qui va nous donner la clé des relations que nous aurons avec les machines. Alors ça, c'est une petite expérience amusante. Je ne vous ai pas mis la vidéo parce que j'ai toujours peur que ça bug, les vidéos, quand on fait des PowerPoint. Vous la trouverez facilement sur Internet. Deux chercheurs, Fritz Heider et Marianne Simmel, qui ont construit une petite animation. Vous voyez, en fait, le petit rond et le petit triangle bougent un peu au hasard, et le grand triangle aussi. En fait, ça bouge dans tous les sens pendant quelques minutes. Puis après, les deux chercheurs ont demandé aux gens, mais qu'est-ce que vous avez vu? Les gens ont dit, on a vu une histoire incroyable. C'est un petit rond et un petit triangle qui s'aiment, et puis il y a un grand triangle qui les empêche de se retrouver. Alors là, Fritz Heider et Marianne Simmel ont dit quand même ça va trop loin, quoi. Eh bien oui, l'être humain, même quand on lui montre des figures géométriques comme ça dans une animation au hasard, l'être humain construit une histoire. Une histoire de quoi? L'histoire d'amour, forcément, hein, voilà. Parce que rien ne préoccupe plus l'être humain qu'une histoire d'amour. Donc qu'est-ce qu'il va projeter quand il ne peut rien projeter d'autre, par défaut? Une histoire d'amour. Donc, vous voyez, ça c'est la nature humaine à laquelle il faut constamment revenir pour comprendre ce qui va se passer. Cet anthropomorphisme, incapacité à projeter ses émotions, ses pensées sur l'environnement, beaucoup utilisé dans le design,
Et vous avez notamment cette petite voiture en bas qui a eu beaucoup de succès et beaucoup d'utilisateurs disaient ben, on l'aime bien parce qu'elle a des yeux enfantins. Voilà. Grand succès de la petite Twingo. Alors, cet anthropomorphisme ne doit pas être confondu avec l'animisme. Je vous ai mis un robot aspirateur là. Alors, robot aspirateur, si vous en avez un, vous avez de la chance, faites l'expérience. Vous avez de la chance pour faire l'expérience, je ne dis pas pour l'utiliser, mais quoi qu'il se paraît que ça marche bien. Mais si vous n'en avez pas, trouvez un ami qui en a un et donnez-vous rendez-vous chez lui pour un petit groupe de travail de quelques minutes. Alors, en quoi ça va consister le petit groupe de travail? Vous demandez à mettre l'aspirateur en route, donc l'aspirateur se met en route, puis qu'est-ce qu'il fait? Ben, il tourne sur lui-même, et puis dans différents endroits de la pièce, parfois il s'immobilise, et puis il recommence. Et après 2-3 minutes, vous demandez aux gens qui sont là, mais qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez compris? Ben, vous verrez que les gens ne peuvent pas s'empêcher de dire ben, il est allé chercher la poussière et puis ben, visiblement il n'en a pas trouvé là où il était, alors il s'est dirigé un peu à droite, voilà, et puis là il a dû en trouver, puis à un moment il s'est immobilisé, ben, peut-être qu'il était en train de réfléchir à ce qu'il allait faire. Voilà. Il y a des gens qui le disent, et ceux qui ne le disent pas, souvent ils le pensent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vocabulaire, l'être humain n'a jamais inventé de vocabulaire pour désigner les mouvements des machines. Vous voyez une feuille, enfin les poètes ont abondamment argumenté tout ça, vous voyez une petite feuille trembloter en automne sur une branche d'arbre, elle tremblote, comme je viens de vous dire. Voilà, elle ne tremble pas du tout. Vous ne pouvez pas vous en empêcher, comme le saule pleureur. Donc l'être humain a imprégné son environnement d'anthropomorphisme. Et alors, comment se fait le passage de l'anthropomorphisme à l'animisme? Ce passage se fait lorsque vous ne vous contentez pas de projeter vos émotions, vos pensées sur un objet, mais vous vous mettez à penser que cet objet aurait en réalité les émotions et les pensées que vous lui prêtez. Alors, par exemple, si un matin, vous devez prendre votre voiture, vous avez un rendez-vous très important, bon, souvent il n'y a plus de clé de contact. Enfin voilà, vous mettez le contact d'une façon ou d'une autre, et la voiture ne démarre pas. Ben, probablement, si vous avez un rendez-vous très important, que c'est très important pour vous de prendre votre voiture ce matin-là, probablement un certain nombre d'entre nous vont dire « Ah non, tu ne vas pas me faire ça, pas ce matin, non, 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 ah non, ça c'est pas possible ». Voilà. Vous allez dire ça. C'est-à-dire que vous allez réagir avec votre voiture comme si vous réagiriez avec un humain. Mais en même temps, vous n'allez pas attendre de votre machine qu'elle vous réponde. Non, parce que là, vous basculeriez dans l'animisme. Mais que va-t-il se passer lorsque votre machine, votre voiture va vous répondre? Eh bien, elle va vous encourager à basculer dans l'animisme. C'est-à-dire que l'attitude anthropomorphe que l'être humain a par rapport à tous ces objets, qui est l'attitude spontanée, eh bien, le risque, c'est qu'elle bascule dans l'animisme à partir du moment où cet objet va proposer une interaction. Parce que le propre du robot, ça ne va pas être seulement d'être une machine vers laquelle vous allez et que vous mettez en route. Par exemple, votre distributeur automatique de café, aujourd'hui, c'est déjà une machine. Hein, vous mettez votre pièce et tout, elle vous livre votre café, c'est déjà une machine. Mais il ne vous deviendrait pas à l'esprit de penser que cette machine réfléchit avant de faire votre café. C'est automatique. Par contre, si un jour vous avez une machine à café qui vous accueille en vous disant « Ah, bonjour André, comment tu vas ce matin? Ben, tu as l'air en forme ce matin, tu as un bon pas, hein, tu as un pas dynamique. Un petit café comme tous les matins à la même heure ?» Bon, ben, lorsque la machine vous sollicite, lorsque la machine prend l'initiative de la relation, le risque de basculer de l'anthropomorphisme dans l'animisme est évidemment beaucoup plus important. D'autant plus que ces machines, elles ne vont pas seulement nous interpeller, la machine à café dans l'espace public pour nous interpeller, mais ces machines, de façon générale, quand elles vont nous être livrées, eh bien, elles vont nous dire quoi? Elles vont nous dire « Je suis à ton service, bien sûr, et il faut que tu m'aides à pouvoir mieux m'occuper de toi. » Autrement dit, informe-moi sur tes habitudes, sur tes attentes, sur tes désirs, et je te servirai. La machine va prendre l'initiative de la communication pour vous demander de l'aider à grandir. Et il est bien évident que les projections en termes de parentalité, de filiation vont être massives. Une machine va vous demander à l'aider à grandir. Alors vos enfants ne vous le demandent pas, mais vous faites tout pour qu'ils grandissent. La machine, elle reconnaîtra que vous êtes capable de l'aider à grandir, vous le demandera. Et donc du coup, vous voyez, l'éventualité, je ne sais pas s'il faut parler en termes de risque d'ailleurs, enfin,
On va en parler plus dans quelques minutes, mais en tout cas déjà parlons maintenant en termes d'éventualité. L'éventualité de faire basculer beaucoup d'usagers d'une attitude anthropomorphe, qui est l'attitude que nous avons classiquement dans notre culture occidentale vis-à-vis des machines, à une attitude animiste. Alors il faut bien comprendre que cette attitude anthropomorphe non animiste, elle n'a pas toujours été la règle de notre culture. Il y a eu, l'être humain bascule très très facilement de l'anthropomorphisme dans l'animisme. Mais la religion catholique a fait beaucoup pour écarter l'être humain de l'animisme. Et ensuite, le siècle des Lumières a fait beaucoup pour nous en écarter. Donc on est en France, et en Europe en général, mais particulièrement en France, dans une culture qui a fait la chasse à l'animisme. Mais c'est une posture toujours fragile pour l'être humain. L'être humain est toujours menacé de rebasculer dedans. D'ailleurs, certaines cultures n'ont jamais quitté l'animisme. Ce qui n'a rien à voir avec leur degré de technologie, puisque, comme vous savez, les Japonais, c'est probablement parce qu'il y a beaucoup de reportages dessus, les Japonais sont enclins à prêter à tous les objets dotés d'un mouvement autonome, apparemment autonome, la possibilité d'avoir une âme, dans la tradition shintoïste. Donc, pourtant, c'est une culture de très haute technologie. Donc le fait de basculer de l'anthropomorphisme dans l'animisme ne relève pas de religion primitive, comme ça a été dit de manière un peu stigmatisante tout au long du XIXe siècle, mais en France, les penseurs français. Mais ça, c'était un effet du siècle des Lumières. Donc toujours est-il qu'avec les machines, eh bien, nous allons être constamment tentés de basculer d'une attitude anthropomorphe à une attitude animiste. Là, je vous ai mis la vallée de la mort de Masahiro Mori, où on va en dire quelques mots, on a le temps. Donc, c'est des travaux très anciens, Masahiro Mori, et dont la validité scientifique n'a jamais été démontrée. Ça va peut-être vous étonner, mais comprendre pourquoi. Alors, Masahiro Mori, c'est les années 1960, et c'était un Japonais qui réfléchissait à la relation que les humains ont avec des poupées, c'est des théâtres de marionnettes. Et donc, il s'est intéressé à cette relation en fonction de l'apparence de la marionnette. Et il a montré que plus une marionnette a une apparence humaine, et plus l'être humain a tendance à croire aux émotions que la marionnette simule. L'animateur de la marionnette fait comme si la marionnette était triste, et plus la marionnette a un aspect humain, plus le spectateur de la marionnette a tendance à croire que la marionnette pourrait être triste en réalité, même si le montreur de marionnette a une combinaison noire et qui tire les ficelles au-dessus. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais le fait qu'il y ait le montreur de marionnette même au-dessus de la marionnette ne veut pas dire que l'être humain ne prête pas des émotions à la marionnette. Mais l'idée de Masahiro Mori, la grande origine de Masahiro Mori, c'était de montrer que cette courbe, vous voyez, qui monte sans arrêt, en fait, elle va connaître une chute qu'il appelle la vallée de l'étrange. C'est le moment où cette marionnette va énormément ressembler à un humain, mais parce que c'est une marionnette, elle va forcément être différente d'un humain. L'exemple que donne Masahiro Mori, projeté dans la robotique, c'est-à-dire imaginer un robot qui aurait une apparence humaine parfaite. Vous savez que c'est un robot, mais vous voyez un humain quasiment, donc vous êtes prêt à lui prêter toutes les qualités humaines. Il vous tend la main, vous lui serrez la main, et sa main est glacée. Parce qu'il n'a pas la main réchauffée pour donner une simulation parfaite. Et Masahiro Mori dit, voilà, tout d'un coup, vous basculez dans la vallée de l'étrange, et Masahiro Mori dit, ce qui s'impose à ce moment-là, c'est plus une représentation de l'humain, c'est une représentation de l'humain déshumanisé, c'est-à-dire le zombie. Voilà. Donc à ce moment-là, si la marionnette se rapproche trop de l'humain, mais restant toujours forcément différente de l'humain, c'est la vallée de l'étrange, c'est-à-dire l'être humain rejette la marionnette, donc par analogie, l'être humain rejetterait le robot, parce que ce robot ressemble trop à l'humain, mais parce qu'il ne peut pas simuler parfaitement l'humain, il serait angoissant. Par exemple, les robots de Hiroshi et Shigeru qui auraient la main froide, alors on y est, puisqu'ils imitent parfaitement l'humain dans l'apparence, mais pas forcément dans les comportements moteurs. Et donc, beaucoup de gens qui présentent la vallée de l'étrange de Masahiro Mori s'arrêtent là. En fait, vous voyez qu'après, la courbe, elle remonte. Mais ça, on l'oublie dans la démonstration de Masahiro Mori parce que ça dérange beaucoup. La courbe remonte, ça veut dire quoi? Ça veut dire Masahiro Mori dit il ne faut surtout pas fabriquer des marionnettes qui ressemblent à un humain.
des robots qui ressemblent à un humain, parce qu'ils courraient le risque de les faire basculer dans la vallée de l'étrange. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, comment font les roboticiens pour éviter la vallée de l'étrange? Eh bien, ils fabriquent des robots enfantins. Tous les modèles de robots que vous aurez, ce sont tous des modèles enfantins. Vous n'aurez pas de robots adultes, vous n'aurez que des robots enfants. Parce qu'avec des robots enfants, vous acceptez que le robot enfant, c'est un humain qui n'est pas fini. Donc actuellement, les roboticiens contournent la vallée de l'étrange, le risque de la vallée de l'étrange, parce que, bon, Hiroshi Ishiguro dit que la vallée de l'étrange n'existe pas, j'y parlerai dans quelques minutes, mais pour beaucoup de roboticiens pour lesquels il y a un risque quand même de vallée de l'étrange, ça veut dire effondrement des ventes. Si un robot suscite l'angoisse de l'utilisateur, effondrement des ventes. Donc tous les roboticiens aujourd'hui contournent la vallée de l'étrange fabriquant des robots d'apparence enfantine, jamais adultes, toujours enfantine. L'être humain accepte de l'enfant des choses qu'il n'accepterait pas d'un adulte. Il trouve l'enfant étrange, ça ne lui fait pas rejeter l'enfant. Il trouve le robot enfantin étrange, ça ne lui fait pas rejeter le robot enfantin. Trouver le robot adulte et androïde, donc l'imitation humaine étrange, ça ferait rejeter le robot adulte. Donc Hiroshi Ishiguro dit, lui, que cette vallée de l'étrange n'existe pas, qu'il suffit de fabriquer des robots qui est l'ensemble des gestes, des attitudes, des mimiques que l'humain a inconsciemment. C'est pour ça qu'Hiroshi Ishiguro fabrique des robots dont le visage est constamment animé. Comme ça, enfin je le fais très vite, hein, mais c'est évidemment plus là. Et donc Hiroshi Ishiguro met son clone, son géminoïde, vous vous rappelez tout à l'heure les deux, met son géminoïde dans des lieux publics, par exemple des cafés, il installe son géminoïde dans des cafés, dans des supermarchés, voilà, et pour voir si les humains repèrent des particularités. Alors les seuls, semble-t-il, à repérer des particularités, c'est les enfants. Ça troupe toujours autour du géminoïde. Mais les adultes ne semblent pas gênés et vont leur chemin sans tourner la tête. Voilà, indifférence aux autres. Voilà. Donc Hiroshi Ishiguro dit, mais si on arrive à donner aux robots toutes les petites mimiques parasites dont nous n'avons pas conscience, eh bien le robot sera totalement accepté comme humain parce qu'il ressemblera totalement à un humain. Alors toujours est-il que Masahiro Mori, on revient avec l'étrange Masahiro Mori, vous avez vu, il fait remonter sa courbe. Alors il dit, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a quelques minutes, il dit, il ne faut surtout pas vouloir fabriquer des robots qui ressembleraient à des humains, risque de aller de l'étrange, il faut fabriquer des robots qui ressembleraient à des surhumains. Et il dit, il faut fabriquer un robot Bouddha. C'est-à-dire dans sa tradition religieuse, donc il faut fabriquer un robot qui n'ait pas l'apparence d'un humain, l'apparence d'un dieu. Non mais c'est pas bête. Je vois des gens parmi vous qui... Non, mais c'est pas bête du tout. Et donc, il dit, si le robot a l'apparence d'un dieu, et l'être humain ne sera pas tenté, ne basculera pas dans l'étrange, parce qu'il ne sera pas tenté d'y chercher un équivalent de l'humain. Alors, rendez-vous compte qu'en même temps, cette attitude, c'est l'attitude qui a toujours guidé la tradition artistique. Hein. Quand dans la Grèce antique, on fait des corps de femmes et d'hommes extraordinaires, il ne faut pas croire que c'était l'anatomie de tous les Athéniens qu'il y avait dans les rues à l'époque. Hein. C'était vraiment des figures divinisées. C'était un idéal d'homme. Et Masahiro Mori dit qu'il faut faire un idéal d'homme, non plus maintenant en statuaire, mais en robotique. Voilà. Donc il y a aussi cette tendance chez les roboticiens de voir fabriquer non pas un robot d'apparence humaine, mais un robot d'apparence surhumaine, qui va rejoindre aussi des projets de surhomme transhumaniste. Bon, enfin, il faut en garder pour vos questions. Donc je continue un petit peu autour de la question de l'empathie. Alors, je vous disais, il faut se méfier de tous les mots qui prétendent aujourd'hui parler des robots. Intelligence artificielle, oui, mais l'intelligence artificielle n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Empathie artificielle, alors il y a bien de l'empathie de l'homme pour la machine. L'empathie de l'homme pour la machine mérite d'être appelée empathie. On va voir tout à l'heure, tout de suite, à quoi correspond l'empathie. En revanche, la machine n'a jamais d'empathie pour l'homme. Hein. Alors, je fais une petite digression sur l'empathie. Voilà, alors j'ai fait un petit schéma comme ça, ici en français et là en anglais. Alors, je vais vous le mettre en français. Voilà. Donc, pour vous montrer que l'empathie, c'est une qualité extrêmement complexe. D'ailleurs, tellement complexe, vous voyez que quand nous avons une attitude dite empathique, pour les chercheurs, beaucoup de régions cérébrales sont concernées. Ça veut dire que c'est quelque chose de très compliqué. Alors, pour beaucoup d'entre nous, probablement, l'empathie, ça serait émotionnel. Hein, d'autant plus qu'il y a eu tout un discours de tradition bouddhiste qui a beaucoup complexifié la représentation de l'empathie depuis quelques années, parce que dans la tradition occidentale, l'empathie est une compétence complexe, alors que dans la tradition bouddhiste, l'empathie est uniquement émotionnelle.
Donc peut-être parmi vous, certains sont tentés de penser que l'empathie, ça serait uniquement émotionnel, et que la compassion, elle intégrerait l'empathie émotionnelle et d'autres qualités comme le recul cognitif et la composante d'action, c'est réfléchir et agir. Bon, ça c'est la représentation bouddhiste. Mais dans la représentation traditionnelle de l'empathie, l'empathie a plusieurs composantes. C'est le petit dessin qui est là. Vous voyez, l'empathie directe, elle se constitue en plusieurs strates successives. À partir de 1 an, c'est la capacité de l'enfant de percevoir les émotions d'autrui, de comprendre les émotions d'autrui sans s'identifier à elles. C'est à partir de 1 an, l'enfant est capable de se dire « je vois que ma maman est triste, je vois que ma maman est en colère », même si l'enfant n'est ni triste ni en colère. Avant 1 an, c'est parfait, l'enfant imite toutes les mimiques de l'adulte, de référence, et éprouve les émotions correspondantes. À partir de 1 an, il fait la différence entre ce qu'il éprouve et ce qu'éprouve l'adulte de référence. Ce qui fait d'ailleurs que c'est un moment un peu difficile pour les mamans, pour les papas aussi, ils s'occupent de leur bébé, bien sûr, enfin pour l'adulte de référence, c'est qu'avant 1 an, il suffit de sourire à un bébé, en principe il sourit, bon, sauf s'il a faim, s'il a froid, etc. Et à partir de 1 an, même si le bébé est très content de tout, il ne va pas forcément sourire parce que maman sourit. Il peut même faire la gueule parce que maman lui sourit. La maman est très embêtée. D'habitude, je te souris, tu me souris. Pourquoi je te souris, tu me souris pas? C'est que le bébé, il a appris à faire la différence entre son émotion à lui et celle de la mère. Et il joue à essayer d'induire chez la mère une autre émotion. Donc avant 1 an, la maman sourit, le bébé sourit. À partir d'1 an, la maman sourit, le bébé ne sourit pas, il fait la gueule. La maman sourit, le bébé fait la gueule. La maman sourit, le bébé fait la gueule. La maman en a marre, elle fait la gueule, le bébé sourit. Il est très, très, très content parce qu'il s'aperçoit qu'il a pu induire chez l'adulte une émotion. Il n'est plus seulement celui qui suit l'émotion d'autrui, il est celui qui induit chez autrui une émotion. Donc ça, c'est l'empathie émotionnelle, identifier les émotions d'autrui sans se confondre avec elles. Le deuxième niveau, vous voyez, dans l'empathie directe, toujours, c'est la deuxième cale du bateau. L'empathie cognitive à partir de 4 ans et demi, c'est-à-dire la capacité de comprendre que l'autre a un monde intérieur différent de soi. Je vois que tu es content, mais moi je suis pas. Je comprends pourquoi tu es content, même si moi je ne serais pas dans le même état émotionnel. Je ne sais pas si on a... Oui, je vais prendre 1 minute pour vous raconter quand même, parce que c'est intéressant cette digression. Une petite expérience que vous pouvez tous faire, elle prend 1 minute. Il y a 3 types d'expériences pour démontrer comment l'empathie apparaît chez l'enfant à partir de 4 ans et demi. Mais il y en a une qui est très rapide à raconter, que je trouve très drôle. Donc vous achetez une boîte de bonbons avec un couvercle bien opaque, mais sur lequel évidemment il y a des bonbons qui sont dessinés, boîte en carton ou en métal. Vous la montrez à un enfant, vous lui dites qu'est-ce qu'il y a dedans. Il regarde le dessin sur le couvercle, il dit des bonbons. On ouvre la boîte, on lui dit tu as gagné, vous lui offrez un bonbon pour le récompenser. Et après vous lui dites on va enlever les bonbons, on va les cacher, puis à la place on va mettre des petits bouts de papier. Ça, mettez des petits bouts de papier. Vous refermez la boîte, vous dites à l'enfant qu'est-ce qu'il y a dedans. Il va vous dire du papier. Oui, puisqu'on vient de le mettre, du papier. Alors ensuite, vous dites à l'enfant, alors maintenant on va appeler ton frère, ta sœur, ton père, ta mère. On va leur demander qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Qu'est-ce qu'ils vont répondre à ton avis? Et alors avant 4 ans et demi, l'enfant répond toujours, ils vont dire qu'il y a du papier. Et après 4 ans et demi, l'enfant répond toujours, ils vont dire qu'il y a des bonbons. Parce qu'ils ne savent pas qu'on a mis du papier. Donc ça, c'est l'empathie cognitive, c'est la capacité de se représenter que l'autre a une expérience du monde différente de la sienne. C'est pour ça que quand des parents divorcent alors qu'un enfant a moins de 4 ans et demi, c'est toujours très très compliqué pour l'enfant, c'est compliqué aussi après. Mais avant 4 ans et demi, c'est particulièrement compliqué parce que l'enfant ne peut pas se représenter que ces 2 parents peuvent avoir une représentation du monde différente. Avant 4 ans et demi, et d'ailleurs souvent encore un peu après 4 ans et demi, pour l'enfant, il y a les méchants et les gentils. Le méchant et le gentil, le méchant. Mais pas moyen de penser le monde autrement, en termes de point de vue. Ça apparaît à partir de 4 ans et demi. Mais alors, dans l'expérience du papier, des bonbons et du papier, il faut bien comprendre qu'elle ne se termine pas là. Parce que vous allez avoir des enfants qui vont dire si j'appelle mon copain, il va dire qu'il y a des bonbons. Puis alors, il va être drôlement déçu, on va se moquer de lui parce qu'il n'y aura pas de bonbons. Voilà. Et puis il y a les enfants qui vont dire, quand on va appeler mon copain, il va dire, il y a des bonbons. Oh, le pauvre, il aime tellement les bonbons. Ça me fait de la peine pour lui, on lui en donnait quand même. Voilà. Et donc du coup, ce n'est pas parce que vous avez la compétence cognitive que vous avez de l'empathie pour l'autre.
Vous voyez, l'empathie, c'est compliqué. Et donc, c'est pour ça que 8-9 ans, il y a une troisième composante de l'empathie qui va mélanger ces deux composantes émotionnelles et cognitives, et qui va être la capacité de se mettre émotionnellement à la place de l'autre. Mon copain va venir, il va dire qu'il y a des bonbons, on va ouvrir la boîte, il va voir que c'est des papiers. À sa place, je serai drôlement déçu, et j'imagine qu'il va être lui aussi très déçu. À sa place, je serais drôlement déçu, j'imagine que lui aussi déçu. Vous voyez, c'est une capacité complexe que d'ailleurs beaucoup d'adultes n'ont pas complètement construite, ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'adultes qui s'en tiennent à la deuxième posture. Il va dire qu'il y a du papier, il va dire qu'il y a des bonbons, alors, soit il va être malheureux, on va se moquer, voilà. Et ça se traduit par le fait qu'un certain nombre de gens peuvent dire oui, pour aimer ce que tu aimes, il faut être complètement pervers et tout, voilà. Et donc des condamnations dues au fait qu'on ne se met pas émotionnellement dans le point de vue de l'autre. Donc c'est pour ça d'ailleurs que peut-être certains de vous le savent, dans les années 2006, j'ai proposé une activité qui s'appelle le jeu des trois figures, qui est menée de la maternelle à la 6e, pour développer justement toutes ces composantes de l'empathie. Et puis on va finir par là, par la partie avant du bateau, qui est l'auto-empathie, qui est important à comprendre aussi, qui est souvent oubliée. C'est le fait que toutes ces compétences qu'on acquiert pour l'autre, on les acquiert aussi pour soi. C'est-à-dire pouvoir identifier ses propres émotions. Je sens que je suis triste, je sens que je suis content. Ensuite, l'empathie cognitive, à partir de 4 ans et demi, c'est la capacité aussi de pouvoir comprendre les raisons de son propre point de vue. Je pense ceci parce que... Voilà. Et puis, le changement de point de vue émotionnel, à sa place, je me réjouirai aussi, ou à sa place, je m'attristerai aussi. Ça existe aussi dans le fonctionnement personnel, endopsychique. C'est la capacité de pouvoir accepter plusieurs points de vue. Dire que si quelqu'un peut se dire que plusieurs points de vue sont possibles autour de lui, il est enclin à penser que plusieurs points de vue sont possibles à l'intérieur de lui. Et on le voit pour des gens qui disent, d'un côté je pense que, mais d'un autre côté je pense que... Voilà, d'un côté je trouve que les robots c'est une très bonne chose par certains côtés, mais d'un autre côté je pense que ça peut être très dangereux. Si vous êtes là-dedans, ben vous êtes dans une pensée dite complexe, qui est en fait la multiplicité des points de vue. Mais si vous êtes uniquement dans un point de vue unilatéral, les robots c'est de la connerie, ou les robots c'est l'avenir de l'humanité, ben vous ne pouvez pas comprendre les gens qui ont le point de vue opposé. Mais si vous acceptez que les deux points de vue coexistent à l'intérieur de vous, vous êtes capable d'accepter les points de vue des deux parties et de pouvoir discuter et négocier avec eux. Donc vous voyez, ces compétences acquises dans la relation à l'autre sont également acquises dans la relation à soi. Elles se construisent en parallèle. La culture y contribue beaucoup, hein, évidemment. Plus on avance du bas vers le haut, et plus on évolue vers des situations qui nécessitent un bon accompagnement éducatif. Hein. L'empathie de base, l'empathie émotionnelle se construit spontanément, sauf cas pathologique comme l'autisme. Mais quand on arrive à 8-9 ans à la capacité de se mettre émotionnellement à la place d'autrui, il est bien évident que la culture doit très largement y contribuer. L'environnement familial, l'environnement éducatif. Voilà. Donc, vous voyez à partir de là que les robots, ils n'ont rien de tout ça. Que la seule chose qu'ils ont, c'est la capacité d'identifier par des mécanismes différents de l'humain les émotions d'autrui, par comparaison avec des bases de données. Hein, ils ont emmagasiné, on leur a mis toutes les bases de données sur toutes les émotions possibles. Donc ils comparent les émotions dont ils font le diagnostic sur un visage humain avec leur banque de données. Donc ça n'a rien à voir avec l'empathie affective pour identifier l'émotion. Quant à l'empathie cognitive et l'empathie mature, l'empathie cognitive, ils en sont loin. L'empathie mature, ils ne l'auront jamais, puis ça supposerait qu'ils aient eux-mêmes des émotions. Et il est bien évident que ce n'est pas de mal à veille qu'ils en auront. Alors pourquoi ce n'est pas de mal à veille qu'ils en auront? Parce que déjà, vous savez que l'émotion, c'est très compliqué à gérer chez l'être humain, pour lui-même et pour les autres. Et pourquoi donner aux robots des émotions qui compliqueraient incroyablement la relation que vous auriez avec ces machines? Voilà. Donc, peut-être mais en revanche, l'idée que les robots puissent avoir des émotions est une idée qui est très très présente dans le public. Vous voyez d'ailleurs, beaucoup de séries télé nous montrent des robots qui ont des émotions. Hein. La série suédoise Realumans, la série World West. Alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de séries télé qui nous montrent des robots avec des émotions, alors que les robots émotionnels, c'est pas de mal à veille et même probablement jamais? Pour une raison qui est facile à comprendre, c'est que la grande inquiétude que nous avons quand nous sommes en relation avec un robot, c'est l'inquiétude que le robot soit sous contrôle de son fabricant.
Et l'être humain invente spontanément une antidote à cette inquiétude, bien réelle, on va en parler dans quelques minutes, mais l'être humain invente spontanément une antidote, c'est-à-dire, ah, mais un jour, le robot sera tellement perfectionné qu'il va avoir son autonomie, et comme il aura son autonomie, je vais pouvoir négocier avec lui parce qu'il sera affranchi de son fabricant. L'horreur, c'est d'acheter avec nos sous une machine qui sert de maître. Elle nous rend quelques services, elle fait notre café, elle nous apporte notre petit déjeuner, elle écoute nos petits secrets, mais en contrepartie, tout va chez le fabricant. Et le fabricant connaît notre consommation de café, il peut dealer avec notre compagnie d'assurance, il connaît nos petits secrets, il peut nous proposer des produits ciblés en fonction de toutes les données qu'il capture sur nous. Donc, dès qu'on pense robot, intelligence artificielle, il faut penser capture des données. Hein, c'est inséparable, on va y arriver dans la conclusion. Et donc, du coup, pourquoi l'être humain crée-t-il ce fantasme d'un robot autonome, libéré de son fabricant? Eh bien, pour pouvoir imaginer avoir affaire un jour à une créature véritablement autonome avec laquelle il puisse faire un deal. Parce que vous ne pourrez pas faire un deal avec un robot derrière lequel il y a un fabricant que vous ne connaissez pas. Vous pouvez faire un deal avec un robot supposé être autonome. Encore une fois, c'est un fantasme, mais ce fantasme, il est hélas extrêmement répandu, mais il nous cache la réalité de la robotique, qui est que les roboticiens ne lâcheront jamais la main sur leur robot. On va voir pourquoi. Alors, les risques d'une relation empathique, c'est d'oublier que le robot est connecté en permanence. Hein. Alors, bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure, les robots paquebots. Certains soldats américains se sont plus attachés à leurs robots, d'autres non. Il y a eu des études qui ont montré que les soldats qui s'attachaient plus à leurs robots, c'était les soldats qui avaient déjà tendance à lui donner un surnom, à le customiser. Voilà. L'armée américaine a réagi en disant les robots paquebots ne seront que des robots démineurs, parce que des soldats, il y avait l'idée que si le robot paquebot étaient des outils de travail, pourquoi ils ne seraient pas aussi des outils de loisirs? C'est-à-dire le soldat qui travaille avec son robot paquebot pour déminer, le soir il rentre à la base, il pourrait très bien jouer aux échecs, jouer au Scrabble, jouer au poker avec son robot paquebot. C'est pas trop compliqué à implémenter. Hein. Donc via Internet et tout, pas compliqué. Donc l'idée, ça a été de dire non, les robots paquebots, il ne faut pas créer de relation de familiarité entre l'usager du robot et son robot. Mais les armées américaines, c'est quand même perçu que ça dépendait des gens. En revanche, il faut comprendre que ça ne dépend pas que des gens. Ça dépend aussi des publicités. Et vous voyez ici en bas le patron dont je vous parlais tout à l'heure, le patron de SoftBank Robotics, qui a donc fait fabriquer le robot Pepper par l'ancien studio Aldébaran, qui présente ici le robot Pepper. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, pour la première fois, nous vous présentons une machine qui a du cœur. Voilà. Vous savez, publicité mensongère. Hein. Le problème, c'est qu'on nous a bien vendu pendant des années des machines à laver supposées être intelligentes, hein, parce qu'elles pesaient notre linge. Comment empêcher des fabricants de robots de nous vendre des robots avec des émotions? Il faudrait aussi interdire les machines à laver intelligentes et les véhicules autonomes, parce qu'ils ne sont pas réellement autonomes. Ils sont sous contrôle en permanence. Donc, impossible d'empêcher... On peut rêver, mais impossible d'empêcher des fabricants de robots de nous vendre des robots émotionnels, qui seront en fait de bons amis, ça c'est vrai, nous rendrons des services, mais des mouchards permanents, hein, par transmission permanente de nos données. Ce qui fait dire d'ailleurs à certains chercheurs que grâce aux robots de compagnie et à l'intelligence artificielle, notre cerveau pourra bientôt être hacké. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pourra être sous contrôle. Vous savez, bon, on pourra en reparler, mais vous avez tous suivi le scandale de Cambridge Analytica. Il y a eu pas mal d'articles de journaux pour expliquer comment ça avait fonctionné et comment des personnes qui pensaient être libres ont en fait été extrêmement influencées dans leur choix de vote, hein, en Angleterre et aux États-Unis, par des hackers russes qui ont organisé des sites internet, des espaces de confrontation qui étaient en fait constamment sous contrôle pour induire des décisions politiques chez les gens qui avaient eu la faiblesse d'y aller en croyant trouver des oreilles attentives, alors qu'en fait, ils avaient trouvé des hackers très bien informés et influenceurs. Le deuxième risque, un risque de croire que ces machines puissent éprouver de vraies émotions, dont je vous disais tout à l'heure, robot paquebot, mais pourquoi pas aussi une personne âgée, un robot à domicile, le robot, tout d'un coup, des fois les robots ils bug un peu, le robot titube, imaginez que la personne âgée se précipite pour éviter qu'il tombe, c'est beaucoup plus grave qu'une personne âgée tombe plutôt qu'un robot. C'est beaucoup plus grave qu'une personne âgée tombe plutôt que ce qu'un robot se brûle une main sur une plaque chauffante. Le robot, les pièces sont sous garantie, il suffit de les changer. Personne âgée, c'est beaucoup plus compliqué.
Donc du coup, beaucoup de problèmes éthiques dont on vous reparlera, je pense, dans la conclusion. Nous, il y en a un qui nous est très cher. J'ai fondé l'Institut pour l'étude des relations hommes-robots. Il y a un problème qui nous est très cher, c'est de toujours bien introduire les robots dans les relations thérapeutiques comme des machines. Et comment est-ce qu'on fait pour introduire un robot comme une machine? On l'introduit éteint. On amène le robot éteint. On allume le robot devant la personne. Et quand c'est fini, on éteint le robot ou on fait éteindre le robot par la personne et on emmène le robot. Ça, c'est pour nous la bonne pratique. La mauvaise pratique, c'est quoi pour nous? On amène le robot allumé. Oh, regardez, vous dire bonjour, voilà. Et quand c'est fini, on dit à la personne âgée d'embrasser le robot. Oh, vous allez l'embrasser. Regardez comme il est mignon. Et après, on emmène le robot toujours allumé. Ça, pour nous, c'est la catastrophe. Donc, vous voyez, il y a des choses très simples, des comportements très simples qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui dans les établissements de soins autour des robots. Il faut être vigilant maintenant. Les robots, c'est maintenant. Même chose, on s'aperçoit de ça dans des entreprises. Je travaille avec des entreprises qui utilisent des robots de nettoyage. La nuit, vous savez, les immenses bureaux, de travail très ingrat. Beaucoup de robots aujourd'hui, dirigés par quelques humains, font les nettoyages dans tous les immenses surfaces des bureaux. Eh bien, on voit qu'il y a deux sortes d'hommes qui travaillent avec ces machines. Il y a ceux qui considèrent les machines comme des machines, et il y a ceux qui les customisent, qui leur donnent un prénom, comme les soldats américains avec les robots démineurs. Et là aussi, problème dans les entreprises, est-ce qu'il faut laisser les humains se familiariser avec les robots en leur donnant un surnom, en les customisant, avec l'avantage qu'ils vont travailler mieux. Si on se familiarise avec un robot, on travaille beaucoup mieux avec lui. Mais avec le risque que si le robot tombe en panne, la personne ne veuille pas, comme les soldats américains avec le robot Packbot, la personne ne veut pas qu'on le lui change, récupérer le même. Et le jour où il y a un progrès technologique, on dit, mais vous savez, on va trouver une machine qui fonctionne beaucoup mieux. Ah non, 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 on veut garder l'ancienne. Oh, c'est Charlie, on la connaît bien. Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des tas de problèmes qui se posent comme ça, très concrets, qui définissent un nouveau champ de réflexion. Et c'est dans ce champ qu'il faut, puisque vous êtes ici, qu'il faut que vous interveniez. C'est un champ de réflexion extrêmement important sur les robots que nous voulons et l'utilisation que nous voulons des robots. Le troisième danger, bien sûr, c'est le risque que certains préfèrent le robot à l'humain. Là encore, ça ne dépend pas que de la psychologie, ça dépend aussi des publicités, ce que j'appelle les robots Nutella. Alors pourquoi? Vous savez que le Nutella a été inventé comme un ersatz de chocolat. Donc qui dit ersatz dit moins bon. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui préfèrent le Nutella au chocolat. Pourtant, c'est un ersatz. Alors c'est pourquoi les gens préfèrent le Nutella au chocolat? Parce que le chocolat, c'est un produit naturel. Donc comme il est naturel, il y a un certain nombre d'imperfections. Le Nutella, il est fabriqué qu'avec des produits dont on sait qu'ils flattent le palais. Donc on a accumulé tous les produits qui flattent le palais, ça donne le Nutella, impossible de résister. Un robot Nutella, c'est un robot qui accumule toutes les caractéristiques les plus désirables chez un humain. Pourquoi? Pour des raisons commerciales. Des fois, je dis à des roboticiens, mais vous vous rendez compte, à rendre les robots trop gentils, trop désirables, vous allez créer de la robodépendance. Des roboticiens me disent, oui, c'est vrai, on a pensé à un certain nombre de moyens, je n'ai pas le temps de dire, on a pensé à un certain nombre de moyens pour éviter ça. Et je leur dis, mais qu'en pensent les commerciaux? Ils me disent, les commerciaux ne veulent pas entendre parler. Les commerciaux veulent fabriquer des robots Nutella, parce qu'ils sont sûrs d'en vendre beaucoup plus. En même temps, il faut être extrêmement prudent, parce que le premier risque, c'est de les préférer à des humains. Parce que c'est des robots. Mon robot me dit tous les matins que je suis la plus belle. Toi, tu ne remarques même pas quand j'ai changé de coiffure. Voilà. Et puis, alors, risque de préférer des humains prévisibles, c'est-à-dire nous rendre moins tolérants au caractère imprévisible. Les humains, ils changent d'avis des fois très vite. Alors, ils avaient déjà changé d'avis peut-être dans leur tête, mais le moment où ils nous l'annoncent, ça paraît souvent brutal. Donc, préférer des robots qui ne changent pas d'avis, qui soient toujours prévisibles, qui soient toujours au rendez-vous, toujours disponibles. Vous savez, on dit, travaille la nuit, ne tombe jamais malade, mais ce n'est pas seulement ça. C'est toujours gentil, toujours affable, toujours à notre écoute, jamais fatigué. Un robot ne vous dira jamais, tu me répètes la même chose 3 fois par jour depuis 2 ans. Jamais, il ne vous dira jamais ça. Un robot ne vous dira jamais, j'en ai marre d'entendre toujours les mêmes histoires. Jamais. Il vous dira, je suis tellement content quand tu me parles. Toujours. Et puis, le risque de valoriser la simulation, chez les humains comme chez les robots, c'est-à-dire le risque de vouloir des humains dont on ne cherche pas à savoir ce qu'ils pensent, mais dont on a envie qu'ils nous disent ce que nous avons envie d'entendre. C'est-à-dire, vous savez, toutes les théorisations sur le faux self pathologique. Le faux self, en psychanalyse, a un aspect positif, un protecteur de l'identité, mais aussi du vrai self, mais aussi un aspect convention sociale qui peut devenir excessif, pathologique. Vous voyez, imaginez une culture où nous soyons tous toujours
extraordinairement affable avec tout le monde, toujours très politiquement correct, jamais s'énerver, toujours comme des machines. Voilà, c'est-à-dire que valoriser chez l'humain le caractère de prévisibilité. Pourquoi tu lui as dit ça? Parce que c'est le misanthrope, regardez voir le misanthrope encore de Molière, c'est parfait. Pourquoi tu dis ça? Parce que je le pense. Ah, mais il ne faut pas le dire. C'est aller voir le misanthrope, c'est parfait. Ben, le robot, c'est la machine qui ferait qu'on n'aurait jamais affaire à des misanthropes. Ou les misanthropes seraient condamnés à s'exiler définitivement. Alors, il y a des solutions, bien sûr, hein, voilà, donc tout ça est en réflexion, mais vous voyez, retenez qu'il y a des solutions législatives, des solutions technologiques, des solutions éducatives qu'il faut mettre en place. Alors, à l'Institut pour l'étude des relations hommes-robots, on a fait une charte éthique. Il y a 2 points qui nous paraissent extrêmement importants et pour lesquels il faut se battre dès maintenant. Le premier point, c'est ne jamais accepter d'avoir affaire à une machine sans savoir qu'on a affaire à une machine. Aujourd'hui, vous pouvez téléphoner à votre banque, vous avez quelqu'un qui vous répond au téléphone, si ça se trouve, c'est le robot Monsieur Watson. Watson, aujourd'hui, ne vous dira jamais bonjour, je suis Watson, je suis un robot. Est-ce que vous souhaitez parler à un humain à ce moment-là, appuyez sur la touche dièse, mais je vous préviens, peut-être l'attente sera longue. Ou bien, si vous voulez parler, si vous acceptez de parler avec moi, je vais répondre à vos questions. Ça ne prendrait pas longtemps, ça n'existe pas. Aujourd'hui, nous avons affaire de plus en plus à des machines qui simulent parfaitement l'humain. Vous avez peut-être vu Google Duplex, hein, une machine qui simule tellement l'humain qu'elle hésite. C'est une machine qui prend rendez-vous pour son patron, un robot prend rendez-vous pour son patron par téléphone dans un salon de coiffure, et le robot dit je voudrais, comme s'il était lui-même le demandeur, un rendez-vous tel jour à telle heure. La dame du salon de coiffure dit attendez, je regarde, non c'est pas possible, je vous propose tel autre jour à telle heure, et le robot dit attendez, je consulte mon agenda, oui c'est possible. Ouais. Ça, c'est le robot programmé pour imiter parfaitement l'humain. On en est totalement capable. Mais, encore une fois, à l'Institut pour l'étude des relations hommes-robots, on dit qu'il ne faut jamais avoir affaire à une machine sans savoir qu'on a affaire à une machine, parce qu'un jour, on aura affaire à des robots androïdes dont on ne saura pas si c'est des humains ou pas. La seule façon qu'on aurait de le savoir, c'est d'aller les tripatouiller pour voir comment ils réagissent. Mais si jamais vous vous trompez et que c'est un humain, vous risquez d'avoir beaucoup d'ennuis. Ce qui veut dire que les gens vont interagir avec les machines comme ils interagissent avec les humains par défaut, ce qui est évidemment un vrai problème. De notre culture humaniste, la distinction entre humain et machine est fondamentale. Et puis la deuxième chose qu'on met en avant, je vais terminer par là, l'Institut pour l'étude des relations hommes-robots, c'est qu'on n'a jamais affaire qu'on n'introduit jamais de machines dans des activités qui sont centrées sur l'humain. C'est-à-dire qu'il y a des robots, par exemple, on utilise les robots Nao dans des services pour enfants autistes, les robots Paro dans des établissements pour personnes âgées, mais ça n'est pas pour remplacer les thérapeutes, c'est pour assister les thérapeutes, pour que les thérapeutes puissent faire mieux avec les robots ce qu'ils faisaient jusque-là sans les robots, et souvent moins bien. Donc voir comment on peut utiliser les robots pour faire mieux ensemble, ce qu'on ne pouvait pas faire jusque-là, peut-être ensemble sans les robots, et qu'on ne peut pas faire non plus seul avec les robots. Essayez toujours de rapporter les robots à ce qu'on peut faire mieux avec eux ensemble. Voilà, merci de votre attention.